Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ML2. Alors, on peut dire que c'est le premier de la nouvelle saison. On a effectué quelques previews, quelques bilans qui ont été pas mal suivis et on vous en remercie. On était très heureux de voir que ça avait été apprécié pour lancer cette nouvelle saison justement. Mais cette fois, on est de retour en format entretien avec un invité qui connaît très bien la Ligue 2. Mais avant de vous le dévoiler, j'accueille un autre membre de la team ML2 qui est avec moi aujourd'hui, qui va m'accompagner. C'est Julien Parisot. Comment ça va, Julien? Salut Karel, ça va super bien. Chaud pour cette rentrée, cette reprise des podcasts. Voilà, on a fini le mercato. En tout cas, au moment où ce sera diffusé, on aura fini le mercato, donc on pourra un peu plus se poser et faire un petit peu plus d'entretien qu'on adore avec les acteurs de notre championnat. Très clairement. L'intense période du Mm. mercato estival aura sûrement pris fin au moment où on diffusera l'épisode et effectivement, ça sera très plaisant d'être de retour avec des acteurs bien connus de notre championnat. On en a un aujourd'hui avec nous qui a 363 matchs de Ligue 2 quand même à son actif, rien que ça. 30 matchs de Ligue 1, également une soixantaine de matchs de national. Il est passé par Beauvais, par Le Mans, par Nancy et plus récemment par Valenciennes. C'est Geoffrey Cuffot qui sera en notre compagnie aujourd'hui. Comment ça va, Geoffrey? Ça va, merci. Bonjour à tous. Merci à toi, d'être avec nous. Ça nous fait, très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On va commencer par une question, assez, basique. On aimerait bien savoir comment tu vas justement en cet été. Ça a été une période un peu, peut-être un peu plus particulière, que les autres, pour toi. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, déjà, c'est une période un peu difficile. C'est la première fois que je rencontre voilà, ce type de situation. Donc, bon, après, voilà, on est à la maison avec les enfants et on profite de certaines choses qu'on n'a pas pu profiter durant notre carrière, notamment juillet-août. C'est sûr. C'est un peu, vas-y Julien, J'en pardon. profite pour rappeler que, parce qu'on n'a pas introduit le contexte, que Ouais, tu fais bien. euh, t'as pas encore trouvé de club. C'est une des premières fois où que t'es sans équipe comme ça pendant jusqu'à un peu les dernières journées du mercato que t'es encore à la recherche d'un nouveau challenge. Ouais, après, voilà, j'ai eu la chance dans ma carrière de toujours avoir eu cette opportunité-là, Mhm. d'avoir des clubs et puis d'être toujours avec les copains à la reprise. Bon, là, c'est un petit peu différent parce que voilà, on savait que ça allait se terminer avec Valenciennes et puis bah voilà, on arrive à un âge où on se pose forcément des questions. Donc voilà, je pense que vaut mieux que ça m'arrive là à 36 ans qu'à certains joueurs où ça peut arriver bien plus tôt dans une carrière. On va le voir, un peu après en faisant un peu le déroulé de ta longue carrière, de toutes les étapes que tu as eues, que tu as souvent eu l'occasion de rebondir rapidement, effectivement. Hem Et une des questions que j'avais envie de te poser également, même si on va se plonger, plus profondément dans Valenciennes et puis dans ce long chapitre Valenciennes un peu plus tard dans l'épisode. J'avais échangé un peu avec Quentin Lecoeur en début, d'année dernière, en début de saison dernière, qui me disait que lui, pour lui, notamment les 2 dernières saisons, donc il a pas vécu, cette saison que toi tu as vécu également, elles avaient été très éprouvantes physiquement, mentalement. Est-ce que toi, avoir cette pause un peu cet été, même si c'est pas forcément une pause, voulue, désirée à la base, ça te fait aussi du bien de ce point de vue-là? Oui, on sait que voilà, ce championnat de Ligue 2 est très difficile. Là, on sortait de saison avec des maintiens sur la fin, même si voilà, c'était des saisons difficiles, on arrivait quand même à se maintenir, mais c'était voilà, il avait complètement raison, Quentin, c'était des saisons éprouvantes, mais on arrivait toujours à s'en sortir. Et puis là, on a eu une nouvelle saison difficile encore l'année dernière. Donc bah voilà, on prend conscience de certaines choses et puis bah voilà, cette petite période permet aussi de se recentrer sur d'autres choses. Très bien, très bien. Je le disais, on va faire étape par étape. Valenciennes, voilà, c'est sur la «fin», entre guillemets. Ça a été un long chapitre, mais c'est sur, plutôt la deuxième partie de ta carrière. Avant ça, bah, il y a eu Beauvais, notamment, sur ta partie, formation.
si je fais pas erreur. Comment ça se passe, pour toi à cette époque? Beauvais à l'époque, voilà, c'est en 2006-2007, notamment, où tu fais tes premières apparitions en professionnel et à ce moment-là, pour remettre un peu dans le contexte pour les plus jeunes d'entre nous, dont moi, parce que j'ai pas spécialement, suivi Beauvais, à l'époque. C'était un club qui oscillait entre Ligue 2 et national à ce moment-là. Comment ça s'est, passé, pour toi? Oui, c'est ça. Bon, après, un petit peu avant, j'avais été en formation à Auxerre et puis ça n'avait pas marché. Du coup, j'étais rentré tout de suite dans ma famille à Beauvais, qui était le club voilà, phare de l'Oise, même si après, ils ont connu quelques difficultés et puis c'est Chambly qui a pris le relais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que plutôt que de végéter dans des réserves pro, ce que je voulais, c'est même en N1, jouer tout de suite à un niveau qui se rapproche le plus du niveau professionnel. Et c'est ce qui m'a permis après de m'extérioriser. Et puis quand j'ai signé pro au Mans, d'être tout de suite prêt pour être performant en Ligue 2. C'est intéressant. Au moment où toi tu passes dans le groupe professionnel, il me semble que tu as 18 ans, c'est ça? Donc c'était 18-19 ans peut-être, c'est tes premiers matchs, en national. C'était important de voilà, de passer aussi par la case nationale, à ce moment-là, pour, voilà, te forger et faire ton entrée, plus doucement dans le monde professionnel? Ah oui, oui, j'en suis conscient que si j'étais resté à Auxerre en réserve pro sans voilà, m'extérioriser plutôt que de repartir peut-être un peu plus bas et puis de jouer tout de suite à un niveau intéressant, oui, oui, j'en suis conscient que ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément servi pour la suite de ma carrière. Et aujourd'hui, si j'ai réussi à faire la carrière que j'ai faite avec plus de 400 matchs au haut niveau, c'est grâce à ça. C'est dès le début, je me suis forgé. À 18 ans, j'ai déjà eu mes premiers matchs en national. Donc, pour moi, ça a été la base de tout. Ouais, c'est ça, c'est une belle base parce que tu fais quand même 4 saisons, à Beauvais en commençant assez jeune, et puis justement derrière il y a comme tu l'as expliqué un peu cette montée en puissance parce que tu vas trouver le monde, bah, encore plus professionnel parce qu'aujourd'hui la nationale c'est le Mm. monde professionnel, quand même avec la Ligue 2, et donc Le Mans et surtout, on peut passer au chapitre du Mans. Quand tu arrives, au Mans, c'est un club qui vient tout juste de redescendre en Ligue 2, donc c'est un statut, particulier. Comment est-ce que toi tu le vis? Parce que tu es encore un jeune joueur et puis comme tu le disais, qui a surtout goûté au national, à ce moment-là. Bah, j'avais d'autres projets qui s'ouvraient à moi, mais j'ai surtout choisi Le Mans parce qu'à l'époque, c'était un club qui faisait énormément jouer les jeunes et qui pouvait me permettre de continuer mon apprentissage dans le monde professionnel. C'était un palier intéressant. Et j'ai pu jouer avec des joueurs voilà, qui venaient de Ligue 1, qui avaient déjà cette expérience-là. Et c'est un club formateur, c'était le gros club voilà, des Pays de la Loire. Donc pour moi, c'était important de pas brûler les étapes, mais d'avoir une étape qui me permette voilà, de pouvoir être performant tout de suite chez les pros. Ce que tu dis, ça se représente dans les stats, ça se voit dans les stats puisque quand tu arrives, comme on le disait, tu es dans une écurie qui, voilà, qui Mmh. vise la remontée en Ligue 1 directement parce qu'il y a quelques cadres de Ligue 1, il y a pas mal de cadres de Ligue 1, il me semble, qui sont restés, et puis toi, tu viens de faire ce transfert en provenance de Beauvais et tu joues directement 33 matchs, donc c'est un beau baptême du feu en tant que première saison en Ligue 2. Comment tu vis toi cette saison qui, même si la remontée directe n'est pas là au bout, reste quand même une belle saison, une belle première expérience en Ligue 2 pour toi, j'imagine? Ouais, c'est ça. Bah, on finit troisième ex aequo. On monte pas au goal à virage. C'est Ouais, la CA qui monte cette année-là. ouais, c'est vrai. Donc il y a toujours voilà ce sentiment voilà d'amertume. Mais pour moi, au niveau personnel, ça restera une saison réussie parce que arriver tout de suite dans un effectif comme ça avec beaucoup de joueurs de Ligue 1, moi, petit joueur qui vient de National et faire tout de suite 33 matchs avec Sébastien Corchia dans le couloir. C'est vrai qu'on a pris énormément de plaisir et puis c'est grâce aussi, je pense, à mes expériences passées en national où, comme je disais, je suis arrivé chez les pros et j'étais tout de suite prêt à jouer et à être performant.
Là, on parle de la saison donc 2010-2011 qui va être, une saison, charnière pour Le Mans finalement. Cette remontée directe, elle était vraiment importante pour le club et tu le dis, vous finissez quatrième, enfin 3e ex aequo. Voilà, c'était l'époque où il n'y avait pas de barrage de play-off. Les 3 premiers, de Ligue 2 montaient, directement en Ligue 1. Mm. Hem Et au final, on se rend compte que cette saison, elle a un peu coûté cher au Mans, dans le sens où derrière, voilà, les déboires du club ont commencé ici, notamment avec la DNCG, la masse salariale encadrée, beaucoup de joueurs cadres qui doivent partir. À la fin de cette saison 2010-2011, est-ce que tu te rappelles un peu de l'atmosphère, comment cet échec de remontée directe est vécu? Est-ce qu'on sent déjà à ce moment-là que ça peut coûter cher au club sur le long terme? Euh, pas forcément, il y a forcément beaucoup de déceptions parce que voilà, on voulait remonter tout de suite et puis on échoue d'un cheveu. Donc non, pas forcément. Après, voilà, on savait que c'était important pour le club de me remonter rapidement, mais on pensait que voilà, ça allait être difficile. Mais en un an ou deux, tout de suite après cette déception, on pensait pas que ça irait aussi vite que ça. Ouais, parce que c'est allé assez vite. Derrière, en 2011-2012, on le disait, la masse salariale encadrée par la DNCG fait que Mm. beaucoup de joueurs cadres partent et là, Le Mans passe d'une saison où, le but, c'est de remonter directement à le Au but, c'est de maintien. se maintenir. Comment tu as vécu un peu ce switch entre différents objectifs, sachant que tu es encore un jeune joueur et que c'est pas forcément facile non plus à appréhender? Bah, c'est vrai que voilà, on passe d'une année où on joue la montée avec un effectif de Ligue 1 à une année où voilà, on joue le maintien et puis bah, on fait un peu les fonds de tiroir pour essayer de s'en sortir. Donc c'est très paradoxal et c'était pas évident à vivre. On imagine que toi, ça t'a déjà forgé en termes de caractère, en termes de mental, parce que, ça demande quand même une certaine, voilà, flexibilité, à la fois tactique, j'imagine, mais flexibilité au niveau de, voilà, de ta force de caractère, flexibilité mentale, de se dire: «Bon, l'année dernière, c'était, voilà, peut-être un football, plus offensif où on va aller chercher, cette remontée. Derrière, il Mm. faut peut-être un peu plus bétonner, se dire que l'objectif a totalement changé». C'était une bonne manière de te forger, toi aussi? Oui, c'est ça. Et puis c'était voilà aussi une satisfaction parce qu'on s'était maintenu quand même en fin de saison. C'était une satisfaction aussi, même avec des moyens un peu plus limités, d'avoir rempli un objectif, certes différent de la saison d'avant, mais de l'avoir atteint quand même. Donc voilà, c'était un effectif différent, mais cette fois-ci avec un peu plus de voilà de sentiments de fierté d'avoir réussi à se maintenir. Puis surtout que en termes de temps de jeu, toi quand même, tu enchaînes parce que, tu sortais d'une saison, pleine en national, d'une saison pleine avec Le Mans en Ligue 2, et puis là, c'est une saison pleine avec Le Mans et derrière, en 2012-2013, même s'il y a, voilà, cette descente, cette rétrogradation donc à l'époque en DH, qui fait, voilà, énormément de mal au club, forcément. Toi, tu joues quand même 38 matchs donc Mm. encore pour un joueur qui découvre encore ce niveau-là, en termes de temps de jeu, tu accumules et tu prends, de l'expérience. Même si c'est difficile forcément de voir le côté, personnel dans cette situation, j'imagine aussi. Ouais, ouais, c'est difficile, mais bon, après, c'est notre rôle d'être performant sur le terrain, d'être disponible le plus souvent possible. J'ai eu la chance aussi, voilà, d'être assez épargné par les blessures, de faire des saisons pleines, d'avoir une hygiène de vie assez importante, irréprochable. Donc, pour moi, c'est la base de notre métier, d'être disponible, d'être sur le terrain et de donner le meilleur de soi-même. Et bah voilà, sur 3 saisons, j'ai fait pas loin de 200 matchs, donc ça m'a permis ensuite de franchir une nouvelle étape en arrivant à Nancy. Et le fait d'y avoir signé, le fait d'y être resté, ces 3 années-là, mais est-ce que tu te dis pas, ouais, il y avait quand même mieux à faire et Le Mans, c'était un club établi. Quand tu vois un peu voilà, on sait bien que tous les ans, il y a des clubs de Ligue 2, des très bons clubs de Ligue 2 qui risquent de passer à la trappe. Encore cette année, il y a l'Estac qui est passé, Valenciennes, voilà, on y reviendra après, mais c'est tu est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y avait aussi un petit peu de gâchis quand même de voir Le Mans se retrouver à dégringoler, pardon, les échelons, même si ses moyens, on sait, étaient les plus limités ces saisons-ci?
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour moi, la grosse déception, c'est surtout la première année où on a vraiment, les cartes en main pour Mmh pouvoir, monter. Finalement, voilà, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Après bon, le club est en difficulté financière, donc c'est surtout pour moi les gros regrets, c'est sur cette première année où je pense que si on arrive à atteindre l'objectif et à remonter, et Mmh. ben, le club n'aurait pas connu ce qu'il a connu aujourd'hui. Mmh mmh. OK. Et outre, voilà, le championnat, on finit quand même sur une bonne note, avec Le Mans. Nous, de notre côté, ce que je voulais évoquer, c'était aussi ce parcours en Coupe de France parce que vous allez jusqu'en quart de finale. Vous perdez contre le PSG et je regardais et au final, toi, tu pas eu de temps de jeu contre le PSG alors que tu avais joué, sur les tours précédents. Ça a été un peu comment tu l'as vécu? Ça a été un peu frustrant pour toi de pas jouer? Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce moment-là? Bah, en fait, après, quand on passe les tours de coupe de France, ça rajoute énormément de matchs, notamment en semaine. Là, on l'a pu le voir cette année avec une demi-finale, en coupe de France avec Valenciennes. On joue beaucoup en semaine et bah, le coach, avait fait des choix, un peu, différents et on avait un gros match qui arrivait le week-end d'après. Donc j'étais, sur le banc, j'ai connu, voilà, l'ancien Parc des Princes où c'était un peu chaud avec les 2 copes. Donc ça m'a permis de vivre aussi cette expérience, peut-être pas sur le terrain, mais en étant quand même, dans le groupe. On pouvait se douter en voyant déjà ton rôle même sur la première saison que c'était de la rotation effectivement parce que, bah, tu jouais beaucoup de matchs et je pense qu'il y avait peut-être aussi la Mmh. volonté de te préserver un peu dans le sens où tu découvrais ce niveau comme on le disait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, et puis comme je vous dis, on avait pas mal d'alternatives à droite parce que Sébastien Corchat à l'époque devait partir et il n'était pas parti. Donc voilà, on avait un effectif vraiment qualitatif et quantitatif, quoi. Ah, c'est marrant de voir que tu parles de Sébastien Corchia parce que lui, comme d'autres joueurs dont on va parler un peu après, sont encore là dans le championnat de de Ligue 2 aujourd'hui donc c'est intéressant. C'est pas si lointain, au final, il y a encore des joueurs, qui sont là, dont toi au final. Et donc pour, voilà, on peut fermer ce chapitre du Mans qui comme on l'a dit, finit, malheureusement, plutôt mal pour le club. Mais le point positif pour toi, comme on le disait en préambule, c'est que tu rebondis plutôt bien. Et là encore, chez une autre équipe qui vient d'être, reléguée de Ligue 1, Mmh. l'AS Nancy, Lorraine. Comment est-ce que, voilà, les pourparlers se déroulent? Comment est-ce que ta venue, à Nancy, s'organise, cet été-là? Bah, tout d'abord, j'étais en fin de contrat au Mans. Voilà, le club était en grande difficulté financière et il pouvait pas me prolonger. On avait déjà entendu qu'on était proche du dépôt de bilan. Donc, j'ai écouté forcément les autres opportunités. Et puis, dès le fin février, début mars, j'ai eu une proposition de Nancy avec malheureusement, paix à son âme, Monsieur Olvec qui nous a quittés aujourd'hui et le président Jacques Rousselot. Donc eux, ils jouaient le maintien en Ligue 1 et puis ils m'ont fait une proposition assez rapidement et j'ai donné mon accord assez rapidement aux alentours du 15 mars. Ils me souhaitaient qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ils me souhaitaient absolument. Donc et puis Nancy, c'était un club qui parlait à l'époque et c'est un club qui parle toujours. Donc pour moi, c'était le rebond rêvé Mmh. après cette année dépôt de bilan du Mans, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, ça te fait sentir peut-être que ton statut a un peu changé, entre ton transfert de Beauvais au Mans où tu es un joueur qui découvre, la Ligue 2 même si tu arrives, dans une équipe qui vient de descendre et là où tu rebondis encore chez une équipe reléguée qui veut remonter rapidement et où là encore tu joues 34 matchs sur cette première saison? Est-ce que ça te fait sentir un peu que l'expérience engrangée sert, sur, ce transfert, forcément? Ah oui, oui, je suis certain que voilà, sans Beauvais, je n'aurais pas eu Le Mans et sans Le Mans et Beauvais, je n'aurais pas eu Nancy, ça j'en suis certain. Après, j'arrive à Nancy, bah là, on est dans une autre galaxie aussi, une autre atmosphère. Le club vient de passer 10 ou 12 ans en Ligue 1. C'est un club voilà, dynamique, une ville super. Nous, on a pris énormément de plaisir là-bas. Donc, je suis arrivé aussi avec un effectif de Ligue 1. Et là, on finit aussi une nouvelle fois au pied du podium, quatrième. Ouais, ça c'est la c'est le côté Mm. un peu redondant, un peu frustrant, sur certains moments de ta carrière. Je reviens sur ce que tu disais, ce changement de galaxie comme tu le dis, tu le ressens à quel niveau? Au niveau des infrastructures, de l'effectif comme tu le disais, peut-être de je sais pas, des entraînements?
Ouais, bah, des entraînements, de l'effectif, de la dimension du club, de l'engouement des supporters. C'est une ville, voilà, c'est une ville aussi qui aime le foot. Donc, c'est un contexte général qui est complètement différent et on sent vraiment une atmosphère foot à Nancy. Avec la pression qui va avec aussi, Oui, oui, avec la pression qui va avec, forcément, le derby contre Metz, qui est pour moi un derby très peu médiatisé en France, mais qui vaut largement la peine de plein d'autres derbys en France. Donc, moi, j'ai pris énormément de plaisir, même si j'en ai perdu quelques-uns, à jouer ces matchs-là, mais j'en ai gagné aussi quelques-uns. Et cette nouvelle galaxie, on la sent dans les objectifs et les objectifs, bah, ils ne sont pas là pour rien, ils se reflètent sur le terrain parce qu'il y a cette première saison où vous finissez voilà 4e au pied du podium comme tu l'as dit. En 2015-2016, 5e, donc on est Ok. toujours, voilà dans ce top 5 et pas loin de Mm. la remontée directe. Et avant de parler de voilà de cette saison 2015-2016 où la remontée est là avec une très, très belle saison, en plus, au final, j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de cet effectif parce qu'il y a des joueurs voilà qui sont parlants, pour nous, aujourd'hui. Voilà, j'en cite quelques-uns, mais tu pourras nous en parler plus en Ouais. détail. Voilà, il y avait, Mukanjo, il y avait l'anglais, qu'on connaît bien aussi aujourd'hui, Paul Mm. Nardi, qui a été transféré, cet été justement, il me semble, du côté de QPR, si je fais pas erreur, si je me rappelle bien des informations que j'ai il vues était pendant encore l'été. Comment? il était encore là, Hadji? Hadji, Ouais, il est ouais, il était revenu encore sur la là. saison ouais, il Ah, est il était revenu sur encore la là? saison 2015-2016 ou il Mm. était Ouais, déjà revenu en 2014-2015? Non, il est revenu en 2014-2015 et OK. 2015-2016. ah, c'est ça, il a fait, voilà, c'est ça. Et il y a même, il me semble Benoît Pedretti qui revient, Benoît aussi? Pedretti, ouais, clairement, on avait une équipe hors norme pour la Ligue 2. Contrairement au Mans où on n'a pas réussi l'objectif sur cette première année, Mmh. derrière, le club, il a quand même maintenu des exigences élevées, avec un effectif élevé, un coach pour moi qui est énorme, c'est Pablo Correa. Il m'a énormément apporté en Ouais. 5 ans et aujourd'hui, j'ai énormément progressé avec lui. Et bah, d'année en année, on sentait qu'il y avait quelques petites modifications, mais justement, ces petites modifications, elles servaient à améliorer l'équipe. Et d'année en année, voilà, on a réussi à être champion et à atteindre enfin cet objectif. Mais bon, voilà, parce que voilà, on avait des joueurs avec une qualité déjà intrinsèque, une qualité individuelle qui était hors norme pour la Ligue 2. Quand vous avez voilà, du Langlais, du Pedretti, du Hadji, du Haït Benasser, Samba aussi qui était à Amiens. C'est quand même des joueurs de qualité. En plus, sur un synthétique à l'époque Ouais. qui nous réussissait bien. C'était, ouais, pour nous, les matchs à domicile, c'était hyper important avec le public et tout. Voilà, et on finit champion et on est récompensé. Au niveau de ces individualités, est-ce que tu as des souvenirs particuliers qui t'avaient marqué à l'époque, toi, en arrivant? Je sais pas, des petites anecdotes ou quelque chose? Bah, Clément Langlais, forcément, parce qu'avec la carrière qu'il a eue, bah, il n'y a aucun hasard. C'est quelqu'un qui est hyper sérieux, qui n'arrive jamais en retard, jamais un mot plus haut que l'autre, travailleur. Franchement, chapeau. Pedretti, Hadji, c'est pareil, ils ont une carrière exceptionnelle, mais quand on voit l'humilité des garçons, la qualité technique qu'ils ont et surtout l'exigence qu'ils ont envers eux-mêmes et envers les coéquipiers, on se dit que ça peut que tirer les autres vers le haut et que faire progresser les autres. Et toi, tu as une place à part entière, hein, dans cet effectif, parce que même s'il y a voilà, il y a énormément de gros noms à tes côtés, toi tu joues un rôle, prépondérant. Alors avec peut-être un peu moins de temps de jeu que les saisons, précédentes, parce que tu fais, voilà, tu fais 22 matchs en 2014-2015, je crois que tu en fais 17 la saison d'après. Et puis après bon, on va parler de la Ligue 1 juste après où là tu as une très belle saison à ton actif. Ces 2 saisons de Ligue 2 où tu as un peu moins de temps de jeu, tu l'expliques comment? Plutôt par, voilà, la concurrence qui est vraiment forte? Ou est-ce qu'il y Oui, avait il eu y avait, des il y avait à ce il y moment-là? avait la concurrence avec Julien Setou aussi à l'époque, qui était un joueur de qualité. Et j'avais eu une grosse Mmh. blessure aussi à la cheville où j'avais été plâtré, puis j'avais eu du mal à revenir. Mmh. Donc voilà, il y a tout qui s'explique et bah après il a fallu regagner sa place et dans une équipe qui tourne, c'est pas évident, mais bon, j'y suis arrivé et comme quoi, faut rien lâcher.
Et tu l'as quand même fait, effectivement, notamment, juste avant, voilà, de découvrir, voilà, l'élite, du football français. Il y a cette saison 2015-2016 où vous finissez 1er avec, une très, très belle, saison. Comment toi tu vis cette saison? Comment tu sens que l'AS Nancy la vit aussi? Parce que tu l'as dit, il y avait de l'engouement, ça faisait 2 saisons que le club ne passait pas loin et finalement il y a la consécration avec le titre de champion. C'est monté crescendo. On a fini quatrième, cinquième, plus l'année du Mans où je finis troisième ex aequo. C'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je terminais au pied du podium. Et puis là, c'est vraiment une consécration. Et derrière, on nous remet le trophée à la mairie sur la place Stanislas où il y avait 10 000 12 000 personnes. C'était vraiment exceptionnel. Le club, pour moi, le club retrouvait sa place qui est d'être en Ligue 1 et puis d'être voilà, dans les meilleurs clubs français de Ligue 1, de Ligue 2. Et voilà, c'est exactement ça, Nancy qui retrouve sa place, et puis toi, tu vas pouvoir découvrir la Ligue 1. Tu as parlé de montée crescendo, c'est exactement ça. On a parlé de fondation solide, en national. Tu as eu plusieurs saisons en Ligue 2, derrière pour, te «faire la main» entre guillemets, dans le monde professionnel et puis tu découvres, la Ligue 1. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vis, ton été en te disant: «Ça y est, je vais jouer en Ligue 1»? Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais, particulièrement? Oui, oui, forcément, on attend. Voilà, on joue tous pour essayer déjà d'être un joueur professionnel et puis ensuite de découvrir la Ligue 1 qui reste quand même le plus haut niveau français. Donc, c'est un peu voilà, le rêve de tout joueur. Après, non, Pablo Correa était très attentif à ça. On a vraiment gardé la même base de travail, la même préparation. On est monté crescendo. Et voilà, après, on a forcément fait notre premier match en Ligue 1 où on a pris une grosse claque à domicile contre Lyon. Voilà, c'était une bonne expérience pour la suite. Collectivement, vous finissez, en Ligue 1, vous finissez 19e. Hem, à ce moment-là, tu sens un vrai décalage entre la seconde division et la première division? Tu sens que cette année où il faut jouer le maintien, Mm. forcément, quand on est promu, elle est vraiment difficile? C'est Ouais, pas c'est facile. ça. Après, voilà, c'est ça. Après, on avait eu on était bien jusqu'à la trêve. Et puis après, justement, il y a Clément Langlais qui avait été vendu. On a perdu Benoît Pedretti sur blessure, Youssef Hadji sur blessure aussi. Donc, on a été affaibli en deuxième partie de saison. Et puis, on n'a pas réussi à se maintenir. Mais ouais, il y a clairement, au-delà de ces pertes, il y a une énorme différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais c'est bien d'y être pour s'en rendre compte. Et tu pu le voir puisque tu as beaucoup, goûté à Ouais, la Ligue 2 avant forcément. ça et derrière, cette saison en Ligue 1. Ça reste quand même une satisfaction pour toi de l'avoir eu cette année, en Ligue 1 dans ta carrière? Oui, forcément, parce que voilà, je pars du principe qu'il faut, voilà, il faut vivre de ses rêves et de ses ambitions. Donc pour moi, mon ambition, c'était de découvrir la Ligue 1. Donc je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est différent. On passe d'une équipe et d'un match qu'on a l'habitude de maîtriser, notamment en Ligue 2, l'année où on finit champion, à des matchs que l'on ne maîtrise plus du tout et que voilà, l'adversaire Mmh. a une qualité qui est aussi importante et qui nous met en difficulté. Donc Avoir eu un peu ce pardon, vas-y, vas-y. c'est assez paradoxal comme sentiment. Ah ouais. Et avoir eu un peu ce changement d'objectif dont on parlait au Mans, entre, l'année où vous visez la remontée directe et derrière faut switch sur le maintien, tu penses que ça t'a aidé un peu toi, personnellement à appréhender, voilà, bah, justement ce changement de mentalité entre, être très conquérant en Ligue 2 et être peut-être un peu plus, voilà conservateur, en Ligue 1, un peu plus, dans une autre mentalité? Après, moi, je pense que jouer le maintien en Ligue 1, c'est pas la même chose que de jouer le maintien en Ligue 2. Parce que en Ligue 1, quand tu joues le maintien et que tu joues les 4-5 premiers, c'est difficile de prendre des points. Alors qu'en Ligue 2, quand on joue le maintien, souvent les équipes du bas peuvent accrocher les équipes du haut. Donc c'est assez différent de jouer le maintien en Ligue 2 qu'en Ligue 1. OK, OK, c'est très intéressant. Il y a une différence, sur ces points-là entre les 2 divisions. Très bien.
Et après cette année, on sent que, voilà, peut-être que la digestion de la descente est un peu compliquée pour Nancy. Pour vous, vous allez finir, 17e en 2017-2018 en descendant en Ligue 2, donc ça assure quand même le maintien. Mais, comment ça s'est passé au niveau de l'intersaison notamment? Vous sentez que ça va être une année peut-être un peu difficile, en Ligue 2 à ce moment-là? Ouais, c'est ça, c'est le premier, voilà, le premier accro. Il y a le départ du coach aussi, fin août, début septembre. Il y avait peut-être aussi une envie de beaucoup de personnes d'avoir peut-être un petit peu de changement suite à cette descente. Et on se rend compte que finalement, parfois, le changement n'est pas forcément la meilleure des choses parce qu'on vit une saison quand même très difficile et puis on se sauve à la dernière journée. Donc voilà, on vit, voilà, on vit peut-être aujourd'hui dans le monde du foot assez rapidement de lassitude, mais parfois le changement n'est pas une bonne chose. Mmh. Et toi, tu joues encore 31 matchs, sur cette saison où au final, bah, l'essentiel, on va dire, est quand même là, c'était de maintenir Nancy, en Ligue 2. Toi, tu parlais d'envie de changement et même si, bah, on le voit dans ta carrière, le fait d'être capable de pérenniser aussi un projet, tu es resté très longtemps dans tes différents clubs, c'est important. Est-ce que toi, à ce moment-là, est-ce que tu te sens en fin de cycle? Est-ce que tu sens que c'est le moment de changer un peu de projet, de relever un nouveau défi? Euh, Pas dans l'immédiat parce que c'est Vincent Oignon qui reprend l'équipe et qui était le fidèle adjoint de Pablo Correa. Donc j'ai une très bonne relation avec lui. J'étais son capitaine et puis j'ai beaucoup aimé travailler avec lui aussi avec Vincent. Donc non, pas tout de suite. C'est plus sur la fin de saison où il y a eu vraiment là un changement de coach avec Didier Tolo qui lui voulait vraiment du changement, que ce soit au niveau des joueurs ou même dans le staff. Donc c'est vraiment sur la fin, au mois d'avril, qu'il y a eu ce sentiment de besoin de changement. Vincent Aignan que tu as eu l'occasion de recroiser lorsqu'il était, notamment au GF38, Mmh. récemment. Les C'est retrouvailles, ça. t'ont fait plaisir? C'est ça, toujours, oui, oui, j'ai quand même laissé une bonne image à mes différents coachs. Je suis resté en très bons termes avec eux pour la plupart. Donc aujourd'hui, c'est aussi gage de réussite parce que si on arrive à bien s'entendre et à laisser une bonne image, c'est que forcément ça s'est bien passé. Et cette bonne image, tu la laisses aussi, forcément dans tes clubs, outre les coachs. Là, tu finis plutôt sur une bonne note, à Nancy. Encore une fois, on le dit, le maintien est acquis à la dernière journée, donc voilà, en termes de sensations, forcément, l'objectif n'est pas le même que d'avoir une montée en Ligue 1, mais en termes de sensations, c'est quand même assez fort. Et derrière, bah, il y a ce départ, déjà de Nancy et cette arrivée à Valenciennes. Au moment où tu signes à Valenciennes, c'est pour quel projet? Moi, la question que je me posais, c'est quel projet on te vend à ton arrivée, au VAFC? Bah, tout d'abord, ça s'est fait assez naturellement avec José Saez qui était directeur sportif et le président et son fils. Donc, voilà, et on s'est rencontrés, ils m'ont présenté leur projet qui était ambitieux. Et Valenciennes, ça me parle parce que voilà, étant de l'Oise, c'était un club important. Donc ça me permettait aussi de me rapprocher pas trop loin de chez moi. Et ça s'est vraiment bien passé avec la direction à l'époque. Et ils ont été très corrects avec moi dans les négociations et dans leurs projets. Donc j'étais très content d'arriver à VA. Cette première saison, 2018-2019, Valenciennes termine, 13e. Comment tu la vis toi au niveau de l'adaptation? Voilà, tu es dans un nouveau club, qui lui est peut-être un peu plus, on va dire dans une situation, pérenne en Ligue 2. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Comment tu le vis? Oui, c'était difficile. L'avantage de durer dans les clubs, c'est que bah voilà, on performe et on s'imprègne voilà, de la culture locale. Mais aussi l'inconvénient, c'est que quand on est obligé de partir, bah souvent c'est c'est difficile. Et aujourd'hui, sur cette première année à Valenciennes, j'ai eu du mal à m'adapter. Ça a été une saison compliquée. Et puis, bah, j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Donc, à choisir entre ces 6 saisons,
c'est peut-être pour moi la saison où j'aurais pu mieux faire. Mmh. Et tu dirais que tu as pas été en position de donner le meilleur de toi-même pour une raison particulière? Est-ce que c'était justement tout le changement qui faisait que tu étais pas dans les meilleures dispositions? Ouais, ouais, le changement familial, le changement aussi du club. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance, donc quand on arrive, ça met forcément un petit peu de temps à s'installer. On a trouvé une maison aussi assez tard pour s'installer, donc ça a été un enchaînement de choses qui m'a pas laissé un bon souvenir. C'est vrai que c'est important que tu le précises parce que quand il y a un transfert qui est fait, on se dit que le joueur va directement être en position de performer, mais il y a tout l'aspect Mm. personnel où il faut trouver justement une maison, que sa famille s'adapte aussi, que tout le contexte autour de toi, soit dans les bonnes dispositions. C'était essentiel pour toi? C'est pas facile de faire abstraction de tout ce qui est en dehors pour tout mettre sur le terrain sans penser à autre chose? Non, pour moi, quand on voit des joueurs qui performent dans un club et qui arrivent dans un Mmh. autre club et qui ne performent pas, pour moi, il y a quelque chose qui va pas forcément. Et bah, l'aspect mental, l'aspect aussi bien-être au quotidien, il rentre en jeu. Et il n'y a pas de hasard pour moi. Si on veut être performant sur le terrain, il faut être bien dans sa tête et dans son entourage. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça commence à être une vraie question, dans le football. C'est de plus en plus un sujet, voilà, la santé mentale des footballeurs, des coachs aussi. Toi, tu as voilà, tu une longue carrière, tu as pu voir les évolutions. Tu trouves que c'est positif ça, que voilà, qu'on commence quand même à parler, enfin des footballeurs comme, comme des êtres humains qui peuvent avoir des soucis à côté du foot? C'est Oui, et puis ça a été mis en lumière aussi pendant les Jeux Olympiques avec différents athlètes aussi de différentes disciplines qui ont mis en avant ce mal-être. Donc ça touche tout le monde, ça touche le monde du sport et je pense que c'est un sujet qui doit être plus mis en avant. Mmh. Malgré tout, tu as encore des joueurs, je pense surtout dans certains grands clubs, où qui sont un peu considérés comme des marchandises. C'est ils viennent, ils performent pas 6 mois, 1 an. Il faut tout de suite le vendre, il faut tout de suite, voilà, on en fait le bouc émissaire. Bon, on sait qu'il y a des sommes colossales d'argent en jeu, pas forcément autant en Ligue 2 bien sûr, mais voilà, c'est un vrai problème, non? C'est la façon dont le foot, et l'économie qui tourne autour, est faite qui pose autant de problèmes en fait et qui empêche les joueurs de jouer leur football en fait, 2-3 ans, leur laisser le temps de s'acclimater en fait. Bah, c'est ça, il faut souvent du temps pour bien s'acclimater. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le foot, il n'y a pas beaucoup de temps. L'argent, il prend souvent le pas sur le sportif. Et aujourd'hui, on demande des performances très vite, très rapides, très jeunes, des objectifs très élevés, très vite Mmh. aussi. Donc, je pense que ça va pas dans le bon sens pour la santé mentale des sportifs en général, hein. Je parle pas que du foot, comme je disais, sur les Jeux Olympiques, ça a été mis en avant aussi, mais sur l'ensemble des sportifs en général qui sont soumis comme tout le monde à ce type de problème. Et tu fais bien de le préciser, hein. C'est vrai que ça concerne absolument tout le monde. J'ai dit footballeur, mais effectivement, tu fais bien de d'étendre. Hem et oui, ce que tu dis, ça se ressent un peu dans, voilà, dans tes chiffres, voilà, dans tes chiffres, voilà, d'apparition. Même si pour toi, des saisons où tu n'apparais pas énormément, ça reste quand même, correct, où voilà, tu fais 22 matchs sur la première saison, 23 sur la deuxième. Et puis c'est après, à partir de la troisième où tu commences vraiment à enchaîner, à avoir un rôle prépondérant, à Valenciennes. Tu as senti que toi, c'est sur cette troisième saison, ça y est, tu commençais un peu à t'installer, à prendre voilà, tes aises et tes habitudes au club? Bah, c'est plutôt sur la deuxième. En effet, je joue que 23, mais c'est la saison Covid où il manque 10 matchs. Ah oui, effectivement, autant pour moi. J'oublie tout le temps. Euh, donc vraiment, moi je dirais sur cette deuxième saison, parce que sur cette saison Covid-là, on a une équipe de très bon niveau. Pour moi, Mmh. la meilleure équipe sur ces 5-6 années AVA, avec un objectif où on était sixième, je crois, 5-6e. Et malheureusement, c'est l'année du Covid, mais avec l'arrivée d'Olivier Guégan, le changement de coach, le changement de staff, le changement d'effectif, pour moi, ça a été là voilà, le grand basculement. Et là, j'ai pu retrouver mes performances et mes sensations. Et je pense que s'il n'y a pas ce Covid, il reste 10 matchs. Je pense qu'on peut peut-être faire notre meilleure saison et accrocher les barrages. C'était l'époque de Gauthier Hein,
Baptiste de Guillaume, Chevalier. voilà, exactement. Mm. Très bon joueur, hein. Ouais, non, Ouais, j'avoue. très bon joueur. Prior, Mmh. Spano, Ntim. Non, on avait Ah oui, c'est vraiment ça. Lilian, Brassier, Lilian. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui, ouais. Lilian. Donc, on avait une très Ouais. très bonne équipe. On est resté Mmh. longtemps dans le top 5. Et malheureusement, c'est la saison du Covid. Mais je pense que sur cette saison-là, on peut finir dans le top 5 Mmh. et puis éventuellement jouer les barrages. Tu pas été replacé, cette saison-là, tu pas commencé à jouer, en charnière? C'est la première saison où je suis Ouais, replacé c'est ça. justement par Olivier Guégan Mmh. suite à une suspension de Lilian. Il m'appelle dans son bureau et il me dit bah, ce week-end à 3, tu vas jouer dans l'axe. Mmh. Et moi, j'en emmenais pas large. Et lui, il était convaincu. Il m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a dit, tu verras, tu vas y Ouais. arriver. J'ai confiance en toi. Et on va à 3, je fais un très bon match et il me convoque à la reprise dans son bureau et il me dit, tu vois, je te l'avais dit, euh, il me dit maintenant, tu vas devoir rester à ce poste-là. Puis j'y suis resté. Ça t'a pas posé problème toi? Parce que forcément ça change, ça bouleverse les habitudes, quoi. Bah, au final, j'appréhendais un petit peu, je n'étais pas Mmh. convaincu. Lui, il était Mmh. beaucoup plus que moi. Et D'accord. au final, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai adoré ce repositionnement et de rejouer dans l'axe. J'ai adoré. Et tu disais que tu marchais beaucoup à la confiance, le fait qu'il ait ce discours, voilà, qui te convoque dans son bureau avant pour en parler, pour te dire: «Voilà, je crois en toi sur ce changement de poste», ça a servi, ça a beaucoup aidé? Oui, bah, de toute façon, voilà, le coach Olivier Guégan, il a été déterminant dans ma réussite AVA. À son arrivée, il a tout de suite cru en moi, il m'a redonné de la confiance, il m'a remis à l'aise. Et bah, quand un joueur se sent dans de bonnes dispositions, il est forcément meilleur. Et bah, aujourd'hui, on a fait presque 3 ans ensemble. Et j'ai pris énormément de plaisir à évoluer sous ses ordres. Tu dirais que c'était un caractère qui matchait bien avec toi, mais peut-être aussi avec les valeurs, du club, avec les valeurs de Valenciennes à ce moment-là? Oui, c'est ça, c'était un caractère, voilà, bah, il connaissait aussi pas mal la Ligue 2. C'était quelqu'un de, voilà, un meneur d'hommes, quelqu'un qui avait des principes bien à lui. Et puis, je m'y retrouvais un petit peu dans sa manière de manager à quelqu'un comme Pablo Correa ou Vincent Aignan. Et moi, j'aime beaucoup, comme je disais, m'installer dans la durée avec mes coachs. Donc aujourd'hui, pour moi, ça a été vraiment une très bonne expérience. Et ouais, tu as bien fait de préciser effectivement que c'était la saison covid. Chaque fois, ça me sort de la tête si je me le note pas avant. Mais voilà, effectivement, 23 matchs, sachant qu'il en restait une dizaine, on sent que déjà ça y est, Mm, tu installé, mm. tu es bien parti et sur, bah, la en fait, tout simplement la meilleure saison de Valenciennes sur ces 6 dernières saisons, auxquelles toi, en plus, tu as pris part, en Ligue 2. Vous avez mentionné, voilà, tous les bons, joueurs, qui étaient à l'époque encore jeunes. On voit qu'effectivement, c'était des très bons joueurs, par la suite. Et après cette saison, pardon, où Valenciennes termine, 7e, il y a cette saison 2020-2021, un peu particulière pour toi voilà, sur le plan, stats, parce que tu as marqué quand même, 10 buts. Comment tu vis toi cette saison? 10 buts pour un latéral droit, voilà, Valenciennes, c'est quand même pas mal du tout. Bah, c'est ça, on avait, bah, c'était une saison où aussi on finit 12e, mais on est en première partie de tableau toute la saison. On perd 3 ou 4 places sur le dernier match, je crois, à Pau. Mais c'est une saison aussi où on avait l'ambition, après le Covid, de repartir sur les mêmes bases. On arrive à être performant, à garder des joueurs, mais malheureusement, il nous manquait quelque chose. C'était pas suffisant pour espérer le haut de tableau. Mais ouais, à titre individuel, bah là, je suis repassé à droite sur cette Ouais. saison-là. Et bah, je sais pas, des choses. Voilà, qui se passe, un joueur en confiance avec le staff, avec le coach, dans son club, et j'arrive à réaliser des choses voilà, exceptionnelles. Donc, mettre 10 buts pour un défenseur en Mmh. France, je crois que ça n'était pas arrivé. Donc, pour moi, c'était vraiment du plaisir et des performances que je peux pas trop expliquer.
il y a un soir de novembre 2020 qui m'a particulièrement aidé quand même dans cette statistique. C'est ce match contre Toulouse, dont je pense, beaucoup de monde, voire tout le monde, se rappelle, où tu vas mettre un quadruplé, tout simplement pour la victoire 5-4 de Valenciennes à Toulouse. Alors Toulouse qui vivait un début de saison un peu compliqué parce que c'était, voilà, l'année de sa descente, mais Toulouse était quand même prétendant à la montée et d'ailleurs ils ont fini 3e, ils ont échoué, en barrage cette saison-là. C'est au Ouais. Stadium, c'est un match complètement fou, tu mets 2 coups francs, voilà, où on te la décale, dont le dernier but, le Mm. but du 5-4 où je re-regardais tout à l'heure le ralenti, on a l'impression que même toi sur ton visage, tu comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Comment tu as vécu ce match qui est complètement dingue, finalement? Bah, au début, je me rappelle, on fait une veille de match en losange. On devait jouer en losange. Et on fait une veille de match qui est vraiment pas bonne du tout. On se fait tourner par l'équipe remplaçante. Et Ah ouais. on se dit le lendemain, on va à Toulouse et ça va être compliqué. Et au final, on fait un super match. Et on arrive à gagner 5-4 au stadium. Mais voilà, il y a des événements qu'on n'explique pas forcément dans un match. C'était un match fou, très ouvert des deux côtés. On sentait que sur chaque action, il pouvait se passer quelque chose. Et il y a des soirs comme ça où tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on essaye, ça réussit. Donc, voilà, c'était mon soir et on dit toujours que ça arrive une fois dans une carrière. Je me je me rappelle avoir vu le résultat ce soir-là et regarder le résumé, voir que tu avais mis un quadruplé. Je m'étais dit: «Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir les highlights de ce match». Il me semble que je devais être au stade ce soir-là, donc je pouvais pas regarder, en même temps, mais c'est vrai que c'est forcément un moment marquant sur les dernières années, en Ligue 2. C'est assez fou, ouais. Moi, j'avais pas beaucoup marqué jusque-là. C'est vraiment le premier match où j'ai commencé à marquer beaucoup. Ouais. Et le match était à huis clos parce que c'était encore les stades fermés à Mmh. cause du Covid. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout voilà le bruit des filets quand tu marques en fait. Et quand il y a Ah du ouais. monde dans le stade, quand il y a du monde dans le stade, tu l'entends pas forcément. Mais là, c'est ce qui m'a marqué à chaque fois. Surtout que voilà, il y en a un où voilà, tu tacles un peu sur un coup franc où tu es un peu plus à bout portant. Sinon les C'est 2 ça, autres, on le disait, c'est des c'est coups des francs, coups voilà, de francs. l'extérieur de la surface et une belle frappe aussi à l'intérieur de la Mm, surface pour Ouais. égaliser en 1re mi-temps. Donc le c'est bruit, ça. les filets ont dû faire du bruit Bah, effectivement. ouais, moi, c'est plus aussi sur le premier parce que c'est une magnifique action collective. Oui. C'est quelque chose qu'on avait travaillé dans la semaine parce que Toulouse joue à Mmh. 5 et c'est pour ça qu'on avait été en losange pour justement les étirer sur la largeur. Et c'est pour moi le premier but, c'est le plus joli parce que c'est travaillé la semaine, il n'y a pas de hasard et c'est un peu une récompense pour tout le club, les joueurs et le staff. Mmh. Il me semble que c'est une action où tu pars du côté et sur un relais, ensuite tu rentres dans la surface, on te la remet, c'est ça? C'est Ouais, un c'est vraiment un jeu combiné sur les côtés, mais avant il y a un changement d'aile. On le voit bien sur le résumé, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé. Donc pour moi c'est le plus joli et c'est ce que je retiendrai de tous ces buts. Alors, vous aviez, bien fait le travail, tactiquement, et Ouais, derrière c'est ça, techniquement ça a marché aussi pour faire bouger le bloc toulousain et Toulouse qui est monté c'est en ça. puissance en plus, derrière au fur et à mesure de la saison, donc c'était vraiment une vraie belle performance et donc Ouais, ce c'est ce ça. quadruplé sur une saison à 10 buts donc Bah, c'est ça, une saison à 10 buts. Après, j'ai réussi à enchaîner. Et puis, après, on se prend au jeu. On dit, ça fait 6, 7, 8. Et on dit, bah, le record, c'est 9 ou 10. Donc, on va peut-être essayer d'aller le chercher. Et donc, c'est arrivé. Donc, ouais, j'étais content. J'étais content. ça va être, une des dernières, bonnes saisons de Valenciennes en Ligue 2 avant d'être, sur des saisons plus compliquées dont on parlait tout à l'heure où Valenciennes va jouer le maintien. Qu'est-ce qui fait la démarcation selon toi entre cette saison 2020-2021 ou avant ça, il y a la saison 2019-2020 avec le Covid où vous terminez 7e et ces saisons, suivantes où Valenciennes termine 16e, puis 16e et la saison 2023-2024 qu'on va évoquer, un peu après? Bah, après, voilà, il y a eu aussi pas mal de départs. Il y a eu le départ du coach, il y a eu le départ de joueurs importants.
Donc on a été un petit peu affaibli, on fait un mauvais début de championnat. Donc après, on se retrouve tout de suite en difficulté, en ayant besoin d'enchaîner. Et puis bah après, on sait tous que la Ligue 2, c'est aussi une affaire de dynamique et on n'était pas dans une bonne dynamique. Donc après, on a essayé de remonter la pente, mais on a joué le maintien jusqu'au bout et bah, ça a été une saison compliquée, ouais. Sur ces 2 saisons, 2021-2022 et 2022-2023, vous allez quand même, le chercher, ce maintien en terminant, Mm. 16e par 2 fois. À ce moment-là, on sent que l'objectif de Valenciennes, qui terminait plutôt en première partie de tableau avant ça ou proche de la première partie de tableau, il a vraiment switch à ce moment-là? On est vraiment passé sur autre chose? Bah, c'est vrai qu'on démarrait toujours avec un sentiment de pouvoir espérer être la bonne surprise. Les débuts qu'on fait avec Nicolas Rabuel, ils sont pas trop mal. Donc très Ils bon, sont ouais. même très Mmh. bien. Après, bon, il y a eu cette période aussi Coupe du Monde où je crois on doit être cinquième à la période Coupe 5e, du c'est Monde. ça, Ouais, c'est ouais. ça. Bon, après, on a eu encore des départs. Le départ de Gauthier à Saint-Étienne. On a eu bah, des blessures. On a eu du mal à réenchaîner après cette période Coupe du Monde et on s'est retrouvé à jouer le maintien sur la fin. Mais oui, pour moi, le plus important, ça reste quand même l'effectif. Et quand l'effectif il est amené à être modifié ou à être affaibli, pour moi, les objectifs ne peuvent plus être les mêmes. Et l'effectif va effectivement beaucoup changer, notamment sur cette intersaison, 2023. Il va y avoir beaucoup de changements à Valenciennes, puisqu'il y a le rachat et l'arrivée de Sport République. Ça aussi, ça a beaucoup joué, selon toi, dans la dynamique du club? Ça fait beaucoup de changements quand même d'un coup en très peu de temps, finalement? Oui, de toute façon, voilà, nous on était maintenus, on était contents d'avoir été chercher ce maintien. Là, il y avait eu des tractations durant l'été, donc on savait que le club allait être amené à changer beaucoup de choses, et justement, c'est Mmh. ce qui s'est passé. Et bah voilà, ça n'a pas été dans le bon sens parce que justement il y a eu cette relégation et puis Mmh. bah, c'est jamais évident à accepter après tant d'années au club, de vivre une saison comme ça, si difficile Mmh. avec une relégation au bout. Il y a eu un moment sur cette saison 2023-2024 où tu sens, toi, qu'une bascule aurait pu être faite? Je me rappelle qu'on en parlait, voilà, avec ma Ligue 2, la saison passée, que, il y a un moment où vous faites match nul à Grenoble, où vous menez, 3-2 après avoir un peu renversé la partie, Grenoble Mmh. égalise dans les dernières minutes. Il y a aussi ce match contre Caen où il me semble que vous menez de 2 buts, Mmh. les 2 matchs s'enchaînent, et à ce moment-là, c'était encore avec Georges, Massiel. Moi, j'avais l'impression, voilà, très, très humblement, très personnellement, qu'il aurait pu avoir une bascule sans ces matchs qui se retournent. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il aurait pu en avoir une autre ou peut-être même celle-là aussi? Bah oui, c'était une période, après un début difficile, c'était une période qui nous aurait permis de éventuellement basculer. Mais je pense que voilà, quand on devait gagner, on faisait match nul et quand on devait faire match nul, on perdait. Donc on n'avait jamais vraiment le résultat en adéquation avec ce qu'on espérait. Et le foot, ça reste les points, ça reste voilà les mathématiques aujourd'hui. Et puis voilà, avoir des résultats qui sont quand même, je crois, on avait fait une victoire en 18 matchs ou 19 matchs. Mmh. Euh, avec voilà un discours toujours positif du coach. Je pense que voilà, c'était pas une bonne chose. Mmh. Il y avait pas mal de mouvements à la fois effectivement en coulisses, mais aussi, dans l'effectif de cette saison-là. Il y a eu beaucoup de recrues, beaucoup de départs. Est-ce que tu as eu l'impression que justement, faire autant de changements en une seule année, peut-être que, bah, les nouveaux dirigeants Sport République auraient dû essayer de s'appuyer un petit peu plus sur ce qui s'était fait, les saisons précédentes, ne serait-ce que pour voilà, garantir la transition avant de lancer leur projet? Qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Oui, je pense que voilà, la transition aurait pu être fait un peu plus en douceur. Pour moi, je connais très bien ce championnat de Ligue 2. C'est un championnat très particulier, très difficile. Et pour moi, le meilleur exemple l'année dernière, c'était des équipes comme Laval, par exemple, avec des joueurs. Ils ont fait une super saison. Rodez aussi, avec des joueurs typiquement de Ligue 2 qui connaissent la division et qui aujourd'hui peuvent être performants d'année en année, même s'ils viennent pas de droite à gauche.
Et sur cette saison, voilà, qui se termine par, une 20e place, une relégation, Valenciennes qui est aujourd'hui en national. Il y a quand même, un aspect un peu plus, positif, on va dire, c'est ce parcours en coupe de France, où Valenciennes va jusqu'en demi-finale, contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Je pense que ça a fait plaisir à pas mal de monde de se dire que Valenciennes avait aussi quand même le droit à ce parcours. Heu, Comment ça a été vécu, par toi et puis par le vestiaire, cette aventure en Coupe de France? C'était un peu le côté, positif de la saison qui ramène un peu de bonheur dans le Ouais, vestiaire? ouais, c'était notre rayon de soleil. Ouais. On avait fait un début de saison très difficile, on avait 10 points de retard. Le contexte était complètement différent en Coupe de France parce que là, il y avait pas ce retard. Là, c'était sur un match. On savait qu'on pouvait gagner. Après, les premiers tours, on a eu un peu de chance, à part le Paris FC, mais on a eu un peu de chance au tirage où on a joué essentiellement des équipes inférieures. Donc nous, notre leitmotiv, c'était surtout de ne pas être la surprise, la mauvaise surprise. Donc on a été sérieux sur tous ces tours-là. Ça a été difficile, hein, sur pas mal de matchs, notamment même Saint-Priest. À Bourgoin-Jallieu. Donc, non, non, nous, on voulait juste ne pas être la surprise. Et puis, au finalement, bah, les tours, ils sont passés. Et puis, on s'est pris au jeu petit à petit jusqu'à ce quart de finale historique à Rouen, où là, on a senti que vraiment, on était dans le vif du sujet, quoi. À ce moment de l'enregistrement, on a eu un petit souci d'ordre technique qui nous a obligés à passer via un appel téléphonique pour pouvoir finir l'interview. Euh, la question a été coupée et on avait demandé à Geoffrey Cuffot ce qu'il avait pensé de cette demi-finale de Valenciennes contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Ouais, ouais, on les avait bien contenus. On fait plutôt une bonne première mi-temps. Bon, le stade était archi plein. On sentait que ça sentait la poudre. Et on fait plutôt une bonne première mi-temps. On les fait douter. On arrive à marquer, mais bon, le but, pour moi, voilà, il est refusé, mais ça se siffle. Dans l'autre sens, Ouais. ça aurait pu siffler pour nous. Donc, pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, on arrive à la mi-temps, on sent qu'ils sont un peu énervés Mhm. dans le tunnel, Mhm. qu'il y a un peu de tension qui se crée. Donc, on se dit qu'on est dans notre match. Et puis, on revient tout début de deuxième mi-temps. Et puis, sur un fait de jeu, le match il bascule. Donc, c'est quand même un peu difficile à accepter parce qu'on aurait bien aimé que ça se débloque d'une autre manière, quoi. Mhm. Et oui, ça aurait été bon, une belle récompense, même si le parcours est déjà beau, mais ça aurait été une belle récompense alors que la saison était si compliquée. D'ailleurs, on pourrait se demander si après ça, vous alliez complètement lâcher sur la fin de la saison, lâcher les derniers matchs. Bah, pas du tout, en fait. Vous avez Non, vraiment joué le jeu à fond, vous n'avez pas ouais, triché c'est du tout. ça. Bah, on a eu, c'était pas évident pour le coach Cantaré quand il a repris l'équipe au mois de janvier. Il y avait aucune certitude, que ce soit dans le système de jeu ou dans les joueurs en place. Donc, on a eu du temps à trouver la bonne combinaison. Et c'est arrivé sur la fin de ce parcours de Coupe de France et puis sur la fin de ce Mm. championnat où on a réussi quand même à faire quelques victoires. Donc c'était nettement plus encourageant, mais trouver la bonne formule, ça se fait pas comme ça du jour au Ouais. lendemain. Et le coach, il a eu voilà, il a eu cette difficulté-là à trouver parce que justement il Mhm. y avait eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de choses différentes. Mhm. Donc, on a réussi sur cette fin de saison, à travers ce parcours de Coupe de France, de pas lâcher et puis voilà, de faire quelques victoires qui nous ont fait du bien moral. Mhm. Mhm. Et alors, bah, peut-être que comment dire, l'ironie de la chose, c'est que VA avait beaucoup changé à l'arrivée de Sport République, voilà, dans le capital du club, et qu'avec la descente, on pouvait se dire bon, la saison quand même sur le plan comptable était vraiment vraiment pas terrible, et au final, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés. Il y a le coach qui est resté, bien sûr, Ahmed Kantari, qui est resté pour une saison de plus après la relégation. Bon, même si toi et certains aussi sont partis au cours de l'été,
Est-ce que tu penses que Valenciennes, qui a forcément l'objectif de remonter aussi vite que possible, à sa place, parce que Valenciennes n'a pas sa place en national, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Tu penses que c'est le bon pari, le bon choix justement pour aller de l'avant pour Valenciennes, de justement pas tourner cette page, mais rester avec des joueurs, un coach revanchard et continuer un petit peu sur la lancée de cette fin de saison qui était un petit peu plus réussie que le reste de l'année? Bah, pour moi, c'était super important. Mmh. Déjà, je vais pas je vais pas vous dire le contraire. À travers ma carrière, j'ai fait que 3-4 clubs, donc j'ai été quelqu'un d'assez stable. Ouais. Pour moi, la stabilité, c'est la chose primordiale dans un club et aujourd'hui, que le coach reste, c'est un coach, pour moi, voilà, qui peut permettre au club de remonter. Et puis, pour moi, c'est un coach très important. On se connaît, on a joué ensemble. Il a été adjoint et puis coach principal pour moi. Et pour moi, il a toutes les capacités pour pouvoir y arriver. Après, c'est tout ce que je leur souhaite. Il y a aussi un effectif aussi quand même de qualité pour le National 1. Donc, j'espère vraiment qu'ils pourront remonter. Mais pour moi, la stabilité et puis Mmh. avoir un coach comme ça qui est très compétent Mmh. et qui est un super coach. Moi, j'ai adoré être sous ses ordres durant ces 2 dernières années parce qu'il avait fait le changement avec le succès que l'on connaît du coach Rabuel pour nous maintenir il y a 2 ans. Ouais. Et puis l'année dernière avec un bilan voilà quand même meilleur que celui de Maciel. Donc Mmh. ça c'est une bonne chose pour lui Ouais. et j'espère qu'il va réussir. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour le coach Paris. Mmh. Est-ce que, tu aurais aimé, faire partie de cette aventure-là, le défi de faire remonter VA, en Ligue 2 comme ça, voilà, je ne sais pas dans quelles conditions est-ce que comment dire? Tu es arrivé à la fin de ton contrat et s'il y a eu des négociations pour essayer de prolonger ou pas? Ou si toi-même tu avais envie de tourner la page? Bah, non, ça se fait assez naturellement, je pense, voilà, il y a pas forcément eu de discussion, D'accord. voilà, le club a envie de peut-être, partir sur d'autres bases, ce que je comprends Mmh. et puis après, voilà, moi j'avais fait 6 années, 6 années au club donc comme je disais, parfois faut savoir aussi, se poser les bonnes questions. Mmh. Et alors, tu es toujours sans club à la date de l'enregistrement de ce podcast, le 29 août. Bon, toi, forcément, en tant que joueur professionnel, tu as pas du tout, encore, fait part de tes envies d'arrêter. Peut-être que tu vas nous dire, ça différemment, peut-être après cet été sans avoir pu, te préparer dans de bonnes conditions avec un club. Je ne sais pas si ça a changé pour toi ou si tu es encore, toujours aussi motivé à l'idée de recommencer d'ouvrir un nouveau chapitre, à 36 ans. Est-ce que la motivation est toujours là? Est-ce qu'il y a toujours, des envies de reprendre rapidement? Bah, après, quand on arrive, comme je disais, à un certain âge là, Ouais. notamment 36 ans et puis en étant bien installé Mmh. dans un club, comme BA, on se pose, forcément, certaines questions. Après ça engendre, beaucoup d'autres contraintes au Mmh. niveau familial et puis au niveau, voilà, au niveau, footballistique. Donc, Ouais. on se pose, forcément les questions dans les 2 sens et puis, je pense que d'ici, début septembre, voilà, j'aurai une idée arrêtée sur mes futurs projets. Mmh. D'accord. Voilà. J'espère que tu pourras y voir un peu plus clair, voilà, que que non, mais c'est vrai, nous, on t'aurait bien vu continuer, c'est pour ça, c'est mais c'est Ouais, voilà, bon après, bah, quand on vit des expériences intenses comme ça dans des clubs, c'est mmh. toujours difficile, de repartir. On atteste ma première année à Valenciennes où j'ai eu une année vraiment très compliquée et bah, ça reste un très mauvais souvenir pour moi Mmh. et aujourd'hui, bah, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de revivre ces mauvais moments-là, quoi. Ouais, ça se comprend tout à fait. Mmh, Il y a aussi mmh, bien sûr mmh. on en parlait au début de l'émission, voilà, le plan l'aspect mental qui reste avant tout, voilà, la Ouais, c'est ça, priorité. parce que moi, je
pars du principe que c'est bien de vouloir jouer ou de vouloir continuer à jouer, mais il faut pouvoir être performant. Et puis aujourd'hui, j'ai peut-être d'autres besoins, d'autres attentes, d'autres projets. Et tout ça, ça se réfléchit. Et puis en temps et en heure, voilà, on en saura un petit peu plus. Et voilà pour, cet, entretien avec, Geoffrey Cuffaut qu'on a pris un immense plaisir, à tourner avec Julien et Geoffrey. Geoffrey qu'on remercie encore, énormément, pour sa disponibilité, pour toutes ses anecdotes, pour sa sympathie également. Comme je le dis, c'était vraiment un entretien, très, très, très sympa à tourner. Heu, pour ce qui est de ma Ligue 2, on va revenir, voilà, tout au long de l'année forcément. Alors avec les débriefs, de chaque journée, mais également avec ce genre d'entretien, qui seront disponibles, sur la même base, sur le même rythme que la saison précédente, et qu'on est toujours très content, voilà, de vous publier, de vous faire découvrir. N'hésitez pas, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce sur, cet entretien s'il vous a plu. C'était ma Ligue 2. Encore grand merci à Geoffrey Cuffaut et à très vite.